Bonjour à tous. Alors laissez-moi vous présenter Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Laurent fait partie d'une équipe extraordinaire puisque ce sont les Imagineerings. Mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Explique-nous un petit peu, c'est quoi ton boulot? Alors, Imagineering, ça remonte à 1952 quand Walt Disney cherchait à travailler sur son premier parc à thème, mais il trouvait personne pour travailler avec lui. Donc il a créé sa propre équipe et il a décidé de faire travailler des gens avec de l'imagination et des gens qui ont des qualités d'ingénieur. En anglais, ingénieur, ça se dit engineering. Et donc, imagination et engineering, ça nous a donné Imagineering. Voilà, donc dans notre équipe, il y a des gens qui sont très créatifs, il y en a 3 qui sont juste là pour pas les montrer. Et il y a des gens qui sont très ingénieurs, il n'y en a pas là aujourd'hui. Et ben moi je suis ni l'un ni l'autre, parce que moi je suis un conteur d'histoire. Parce qu'à Disney, tout commence et tout finit par une histoire. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour raconter les histoires qui sont uniques à Disneyland Paris. Eh bien, c'est parti, je m'assois moi aussi, on t'écoute Laurent. Donc d'abord, parmi la foule en délire qui est là aujourd'hui... Alors, combien d'entre vous sont déjà venus à Disneyland Paris? Parfait. Combien d'entre vous ont déjà fait un autre parc Disney, que ce soit en Californie, en Floride, en Asie? Bon. Alors, si vous avez fait d'autres parcs, vous avez vu qu'on a des attractions et des lieux incontournables. Et pourtant, eh bien, chaque attraction, chaque lieu est unique. Et j'ai pour vous le démontrer des choses qui n'existent que à Disneyland Paris. Donc, vous en faites pas, c'est écrit en anglais, mais il n'y a pas grand-chose à lire. Écoutez-moi, c'est tout. Alors, la première chose qui est unique à Disneyland Paris, c'est le Disneyland Hotel. Donc, vous allez me dire, mais non, il y a des Disneyland Hotel dans d'autres parcs. Oui, mais c'est en 92 la première fois qu'on a un Disneyland Hotel qui est à l'entrée du parc. L'hôtel, en fait, agit comme un écran, une barrière pour préserver la magie qui est à l'intérieur du parc, contrairement aux autres destinations. Quand vous arrivez à Disneyland en Californie, vous avez des tourniquets et vous voyez l'intérieur du parc. Et bien, c'est pas le cas chez nous. Du coup, ici, l'hôtel Disneyland fait une partie intégrante de l'histoire de Main Street USA dans laquelle il est intégré. Et ça, c'est la première fois qu'on le faisait dans une destination Disney. Cocorico, c'est chez nous. Pour la petite histoire, à l'origine, cet hôtel n'était pas prévu. Donc on a dû prendre le budget sur un hôtel qu'on n'a pas construit. Et l'endroit où se trouve cette tente, eh ben, c'est l'endroit où on n'a pas construit l'hôtel, parce qu'on a pris l'argent pour construire Disneyland Hotel à la place. Donc voilà, vous êtes à la place d'un hôtel qui n'a pas encore vu le jour. Puisqu'on est à Main Street USA, il y a quelque chose de très important et qui est unique à Disneyland Paris, les arcades. Tous les Main Street, puisque Main Street ça veut dire la rue principale, donc ils ont tous une rue principale. Eh bien à Disneyland Paris, on est les seuls à avoir des rues secondaires parallèles qui sont couvertes, les fameuses arcades. On a Discovery Arcade d'un côté et Liberty Arcade de l'autre. Les arcades, c'est une invention pour notre parc, et même si on y pense, l'invention, c'est une invention française. Si vous allez sur les grands boulevards à Paris, vous allez trouver les passages du Panorama, les passages Royal, et bien tout ça, c'est la même idée qu'on a repris ici et qu'on a adapté à notre parc pour permettre à nos visiteurs et bien, de circuler, même si des fois il pleut ou il fait froid ou quoi que ce soit. Finalement, c'est devenu très très utile puisque s'il y a la parade sur Main Street, et bien, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez quand même circuler grâce aux arcades. C'est clair. On change de langue, maintenant on va aller à Frontierland. Frontierland, c'est unique pour nous. Pourquoi? Parce que dans tous les autres parcs, l'attraction Big Thunder Mountain est arrivée après l'ouverture. Donc l'attraction dans les autres parcs, elle est à la périphérie du parc. Tandis que nous, comme on l'a construit en même temps que le parc, eh ben on l'a mise au milieu. Et puis qu'est-ce qu'on a fait de mieux? On l'a entouré d'eau. Du coup, notre Big Thunder Mountain, c'est la seule attraction où vous êtes obligé de passer sous la mer, sous l'eau, pour pouvoir faire l'attraction et repasser de l'autre côté. Encore une fois, unique à Disneyland Paris. L'autre spécificité de notre attraction, c'est le fait de son histoire. Dans notre histoire, la montagne abrite un dieu qui s'appelle le Thunderbird, l'oiseau de tonnerre. Eh bien, cet oiseau mystérieux ne veut pas que j'appuie sur le bouton. Si. L'oiseau mystérieux est peint quelque part dans la montagne.
Alors, combien d'entre vous ont déjà vu le Thunderbird ici à Disneyland Paris? Ça compte pas, t'es imaginé. Donc, si vous n'avez pas vu l'oiseau, si vous n'avez pas encore vraiment bien fait Big Thunder Mountain, il va falloir retourner. L'autre originalité de notre attraction, c'est qu'en fait, elle est liée à l'autre grande attraction de Frontierland, à savoir Phantom Manor. C'est la seule fois où on a relié ces deux attractions mythiques avec les propriétaires. Les propriétaires de la mine et du manoir, c'est supposé être le même couple, Henry et Martha Ravenswood. Pourtant, quand vous allez à Frontierland, vous ne les rencontrez pas. Pourquoi? Parce que il y a une malédiction et donc il leur est arrivé quelque chose de pas très sympa le jour du mariage de leur fille. Et donc, si vous voulez les rencontrer, il va falloir aller au cimetière Boot Hill et vous allez retrouver les deux tombes. Vous pourrez lire Henry et Martha Ravenswood, les propriétaires, et ça encore une fois c'est unique. Donc ça c'est le manoir comme il était avant la malédiction. Après ça s'est un peu gâté et depuis eh bien il y a cette mariée qui est à l'intérieur de ce manoir et qui attend toujours que son mariage se passe et elle attend. Donc si vous voulez aider la mariée, s'il vous plaît, allez dans le manoir et essayez de la sauver en découvrant le mystère qui l'entoure. Cette histoire de mariée, encore une fois, c'est une exclusivité à Disneyland Paris. Même si maintenant vous trouvez des mariés dans les autres maisons hantées des parcs Disney, eh bien la première qui a vraiment eu sa maison rien que pour elle, c'est chez nous. Un grand élément qui est, alors, pour quelqu'un qui veut des secrets, les secrets de la façade. En fait, la façade de notre Phantom Manor, il est inspiré de ce dessin qui date de 1952. Le dessin avait été proposé à Walt Disney pour sa maison hantée en Californie, et Walt Disney avait dit c'est un petit peu trop effrayant, je voudrais quelque chose d'un peu plus neutre. Donc si vous allez maintenant dans les autres parcs, les maisons hantées, elles ont des belles façades. Nous sommes les seuls à avoir finalement récupéré ce visuel pour l'utiliser. Et c'est normal parce que comme on s'adresse pas seulement à un public français mais européen, visuellement parlant, eh bien tout de suite quand on voit cette façade, on se dit ah oui, il se passe quelque chose quelque part de pas normal, c'est ici la maison hantée. Donc 1952, on a récupéré le design et on l'a réutilisé chez nous. Tous les parcs ont un château et tous les châteaux ont une inspiration. Ici, les châteaux de Disneyland en Californie et de Hong Kong en Chine. Si vous regardez l'inspiration, c'est ce château en Bavière. Alors je ne parle pas très bien allemand, j'espère que vous m'excuserez pour ma prononciation. Donc c'est le château de Neuschwanstein. Okay. Si vous regardez par exemple cette tour, vous voyez l'inspiration, on a pris des éléments d'un château pour faire un autre. Quand on va en Floride, eh bien on n'a pas pris ce château en Bavière, on a été gentil pour moi, on a pris des châteaux en France, dans les châteaux de la Loire. Donc, non, c'est pas la bonne. Voilà, merci. Donc, le château en Floride et à Tokyo est une des inspirations. Donc, il y a beaucoup d'inspirations des châteaux de la Loire. Celui-là, je l'ai pris pour une fenêtre. Si vous regardez cette fenêtre, vous regardez cette fenêtre. Donc, on a des éléments comme ça inspirés de différents châteaux. Donc, quand on arrive en France, on se dit on ne peut pas faire un château qui s'inspire de château de la Loire, de château de Bavière, parce que c'est juste à côté, ça ne va pas faire rêver les gens. Donc on va faire quelque chose de totalement différent, et c'est là qu'on a fait ce magnifique château. Merci. Ce magnifique château. Effectivement, on l'a décidé, mais on ne l'a pas construit. Si vous regardez attentivement, il y a un élément qu'on a gardé du château, c'est la fontaine. La fontaine, elle a été construite 10 ans plus tard, sur la place des Frères Lumière, dans le parc Walt Disney Studios. Mais sinon, le château en lui-même, on a fait autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme château? On est retourné voir comment est-ce qu'on construisait des vrais châteaux dans les contes de fées, dans la vraie vie, et on s'en est inspiré. Puis on s'est dit, ah ben les châteaux de la Belle au Bois dormant, on va prendre des images du film. Sauf que dans les images du film, ben, on voit pas trop bien le château. Donc,
Donc, qu'est-ce qu'on a pris comme élément significatif? Les arbres, bien. Effectivement, on a pris les arbres. Mais ça ne nous aide pas à construire notre château, tout ça. Donc, on a pris d'autres éléments, d'autres monuments. Ici, par exemple, vous voyez la forme élancée vers le ciel avec de l'eau. Eh bien, c'est la forme du Mont Saint-Michel, en Normandie. Puis, on a pris d'autres éléments de différents monuments français pour les mettre ensemble et créer le château le plus magique qu'on ait jamais créé. Pour lui donner une inspiration encore plus élancée, on a triché avec la couleur. Si vous regardez, il est rose, pour aller sur le ciel, parfois gris dans la vallée, mais surtout, il est rose en différentes teintes. Plus sombre en bas et plus clair en haut, pour donner l'impression qu'il est plus lourd. Il y a un autre monument français très connu qui a la même façon d'être peint. Elle était là hier. La Tour Eiffel, effectivement, c'est exactement le même système. Et le résultat, c'est quand même le château le plus féerique qu'on ait jamais construit. Et c'est pas parce que je suis chauvin, mais même les collègues américains qui étaient là hier le disent. Quelque chose de vraiment unique à Disneyland Paris, c'est un land entier, Discoveryland. Dans tous les autres parcs, le land équivalent s'appelle Tomorrowland, le land de demain. Alors, Discoveryland, c'est quoi? C'est demain, mais vu d'hier, c'est-à-dire des visionnaires du passé. C'est ce qu'on appelle des rétro-futurs, à savoir, on sait que c'est pas comme ça que ça va se faire, mais c'est tellement plus joli à dessiner. Ici, vous avez le rétro-futur de notre Discoveryland. En 1974, Tony Baxter dessinait un land qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelait Discovery Bay, avec des éléments victoriens de Main Street USA et des éléments d'aventure d'Adventureland. Mais si vous regardez le dessin, on trouve des éléments qu'on retrouve chez nous. Le passage du train, l'Hyperion, le Nautilus. Et donc tous ces éléments, eh bien, sont le rétro-futur de ce qu'on a créé. C'est pas exactement la même chose, mais c'est ça. Si vous regardez un Tomorrowland, vous voyez vraiment la différence dans l'architecture, c'est pas du tout la même chose. Et cet exemple va nous servir. Cette grande montagne blanche, c'est quoi? C'est Space Mountain. Et notre Space Mountain, puisqu'on est en rétro-futur, eh bien, il ressemble à quelque chose de totalement différent. Et pourquoi c'est différent? Et pourquoi c'est différent? Parce que l'inspiration rétro-futur, c'est le passé, à savoir merci. À savoir un auteur français, Jules Verne, qui avait décidé que dans les années 1900, on mettrait tout le monde dans un boulet de canon pour les envoyer sur la Lune. Et donc on a décidé d'envoyer nos visiteurs dans l'espace de la même façon. Par contre, on a utilisé de la technologie totalement 20e siècle à l'époque. Le Columbiad, même si le nom provient du roman, la technologie utilisée, c'est celle des porte-avions. C'est la même catapulte qu'on utilise pour les porte-avions pour envoyer les avions dans l'air. Donc, une belle technologie bien de chez nous et bien... Une photo exclusive de l'intérieur de la maquette, puisque c'est aussi la première fois qu'on a en intérieur 3 inversions dans un parc Disney. Ça a changé depuis, mais à l'origine, on était le premier à le faire. Et tout ça a commencé parce que dans les années 60, un Imagineer, John Hench, a dessiné cette montagne un jour en se disant « Et si on pouvait se permettre de faire voyager les gens dans l'espace ?» Et ce n'est que vraiment en 95 qu'on a réussi à donner vie vraiment au rêve de John Hench. Dis-moi, la Family Race, on revient un petit peu à Run Disney. La Family Race qui va avoir lieu demain matin, si je ne m'abuse, celle de 5 km. Elle est basée sur le thème de Ratatouille. Évidemment, Ratatouille, on est les seuls à la voir, mais qu'est-ce que tu peux nous raconter dessus? Donc effectivement, on est les seuls à la voir. Et déjà, vous vous rappelez le film de 2007. Et ça, c'est une vision de Pixar de Paris. Donc il fallait qu'on recrée un Paris façon Pixar. Mais il fallait qu'on soit un peu réaliste. Donc si on prend cette image du film et qu'on voit cette fontaine, eh bien, on s'en est inspiré. Et on est aussi allé, par exemple, sur la place des Vosges. Et on a pris une fontaine similaire qu'on a adaptée. Donc,
le pari le plus important ici, c'était de recréer non seulement un pari qui est fidèle à l'univers de Pixar, mais plus compliqué encore, de faire plaisir aux Parisiens, qui sont qu'à 30 km d'ici. Et depuis l'ouverture, on peut être très fier parce que ça a très bien marché. Donc c'est un des exemples typiques de seulement à Disneyland Paris, parce que vous pouvez trouver ce genre de détails. Merci Laurent. Est-ce qu'on peut applaudir Laurent s'il vous plaît? On le retrouve pour la même session en anglais à 16h40. So if you are an English speaker, Laurent's going to be with us at, what's that again? 4:40 this afternoon, the same presentation, and what is unique about Disneyland Paris. He's going to tell you everything about this at 4:40 this afternoon. Et tant que je suis là, je voulais aussi remercier Audrey, qui est juste là, parce que j'aurais pas pu faire la présentation sans elle. Et je veux remercier aussi monsieur qui est là-bas, qui est caché, parce qu'en fait c'est lui qui a appuyé sur les boutons et pas moi. Merci à vous. On vous dévoile tout. Merci Laurent. Allez, à cet après-midi, à tout à l'heure. Nous, on se redonne rendez-vous dans quelques instants, puisque juste après Laurent, c'est un autre Laurent que vous allez rencontrer. C'est Laurent Charbonnet, c'est celui qui